L'Abitibi-Témiscamingue regorge de nombreux villages pittoresques dont on ignore parfois l'existence, et chacun d'eux garde la mémoire de son histoire, de ses habitants et de ses défis au fil du temps. Celui de Montbrun, maintenant un quartier rural de la ville de Rouyn-Noranda depuis 2002, fait partie de ces lieux à découvrir. Situé à 44 km au nord-est du centre urbain, en passant par la route 101 et la route des Guebels, traversant ainsi les quartiers de D'Alembert et de Clérici, le quartier Montbrun comptait 545 habitants en 2016. Au nord, on retrouve l'entrée principale du parc national des Guebels, un territoire protégé où passe la ligne de partage des eaux qui sépare le bassin du Saint-Laurent, où les eaux s'écoulent vers le sud, de celui de la baie James, où les eaux s'écoulent vers le nord. Montbrun est situé sur le bouclier canadien, dans la province géologique du Supérieur, qui comporte de nombreuses phases géologiques propices à la création de minéraux. Le quartier se trouve justement entre la faille de Cadillac et la faille de Porcupine d'Estor, ce qui explique les exploitations minières dans le secteur, telles que Westwood, une mine actuelle, et d'autres plus anciennes comme Doyon, Muska, Micmac et Bouchard-Hébert. La rivière Kinojévis, nom signifiant mauvais brochet en Anishinaabe, est liée à l'histoire du quartier. Elle prend sa source dans le lac Pressac et se jette, 140 km plus loin, dans la rivière des Outaouais, traversant le village de Montbrun, près des rapides Clay Hill. Bien avant la création du village, l'industrie du bois, gérée dans le secteur par la Canadian International Paper Company, la CIP, avait de nombreux camps de bûcherons et utilisait la rivière pour transporter des bio. En plein cœur du site du futur village, les rapides de la Kinojévis étaient bordés de deux flancs de glace et avaient donc été surnommés Clay Hill, ce qui signifie montagne de glace. À la création du village en 1936, ce mot a été conservé et francisé vers Saint-Norbert de Montbrun, devenu plus tard Montbrun. La paroisse a été créée dans la foulée du plan de colonisation Vautrin. En effet, le gouvernement du Québec, Tachereau à sa tête, en plein cœur de la Grande Dépression des années 30, cherchait des moyens d'améliorer les conditions de vie de ses habitants pour éviter le surpeuplement des villes, l'exode rural et pour fournir du travail aux gens. Différents plans de colonisation ont été instaurés, notamment le plan Vautrin, du nom du ministre de la Colonisation, pour inciter le peuplement des régions. Le clergé s'en mêle et encourage les gens à fonder de nouvelles paroisses. L'Abitibi-Témiscamingue accueillera ainsi 16 591 personnes. À Montréal, aux Trois-Rivières, à Québec, y a rien à manger. Le monde est pas content, oh, oh, oh. La misère noire, c'est pas drôle à voir. Ah ouais, dans le bois, ça presse, une poche de fleurs, une canne de graisse. Oh. Montbrun fait partie de ces futures paroisses à développer, faisant d'abord partie du diocèse d'Amos, puis, beaucoup plus tard, avec la fusion des municipalités, de celui de Rouyn-Noranda. Les gens sont donc arrivés des comtés de Montmagny, Québec, Kamouraska, Beauce et Dorchester, par train à la gare de Clérici, prêts à relever leurs manches. Ils empruntent ensuite la Kinojévis pour se rendre aux terres qui leur sont attribuées. La vie était dure. Les hommes devaient travailler sur les chantiers de la CIP l'hiver pour gagner leur vie, en attendant que leur terre, et éventuellement leur ferme, soient suffisamment développées pour subvenir aux besoins de leur famille. Le village s'est développé, avec en son centre une église, puis des écoles un peu partout dans les rangs, éventuellement regroupées dans une école de village. Jusque dans les années 60, le village se développe et la population ne cesse d'augmenter. C'est encore à Montbrun que l'on retrouve les plus grandes superficies défrichées et cultivées de la ville de Rouyn-Noranda. Au début des années 70, on assiste à un abandon progressif des terres et à une diminution du nombre d'enfants par famille. Le rapport Côté du Vieux-Or, commandé par le gouvernement du Québec au même moment, recommande et finance la fermeture de villages marginalisés. Dans ce contexte, la commission scolaire de Rouyn-Noranda annonce, au début de l'année 1974, la fermeture de l'école du village malgré une fréquentation d'une centaine d'élèves. La commission scolaire, ce qu'elle disait, c'est qu'elle voyait la baisse de population étudiante dans les villes de Montbrun, Clérici, Destar et D'Alembert. Puis avec la réduction, la diminution du nombre d'étudiants, ben, elle s'est dit, si on fait deux grosses écoles, ça va permettre de garantir la scolarisation des jeunes du primaire là, pour plusieurs années. Ensuite de ça, pour ce qui concerne Montbrun puis Clérici, parce qu'on avait des échanges d'étudiants entre les deux paroisses, ben, à l'école de Clérici, il y avait des locaux de libre. Fait que les locaux étant libres, comme il y avait trois classes à Montbrun, ben on s'est dit que ces trois classes-là pourraient facilement être déplacées du côté de Clérici. Si on ferme l'école, ben là, les deux objectifs seraient atteints.
garder les enfants dans les paroisses, dans les deux grandes écoles d'Alembert qui amèneraient des stars chez eux, puis Clérici qui amènerait Montbrun à la maison. Les habitants, profondément secoués par cette annonce qui menace la survie du village, se mobilisent pour sauver leur école. Comme René Lévesque m'a dit en 1974, tu fermes l'école, tu fermes le village. Pourquoi? Parce que personne ne va venir s'établir. 3 hommes de la paroisse, c'est-à-dire Claude Dallaire, Patrick Coulombe et Alfred Gaulin, coordonnent les actions du comité d'école. De février à mai, plusieurs rencontres ont lieu pour établir une solution alternative, ce que la commission scolaire refuse. La grève commence donc le 21 mai 1974 à travers différentes actions établies de façon progressive. Maintien des élèves à la maison, blocage des autobus des paroisses environnantes d'abord puis de l'ensemble des écoles primaires, occupation de l'école jour et nuit pendant toute la grève, blocage de la distribution des examens ministériels, appel constant au ministère de l'Éducation et occupation des bureaux du ministre de l'Éducation. La lutte pour l'école a été couverte largement par les médias. Le comité a bénéficié de nombreux appuis, notamment le député Camille Sanson, le président du syndicat des enseignants de l'Abitibi-Témiscamingue et le journal Le Jour de Québec qui offrait une couverture quotidienne. René Lévesque lui-même, alors chef du Parti québécois, se rend à l'école pour appuyer la lutte. Cet acte important de solidarité a touché une corde sensible chez bien des gens. 35 paroisses marginales se joindront à Montbrun pour cette lutte. Le mouvement prend de l'ampleur. Les actions durent 28 jours, jusqu'à la réception d'un télégramme envoyé à la commission scolaire par le ministère, indiquant que l'école resterait ouverte pour l'instant et qu'un comité devait être mis sur pied. Ce comité, formé de représentants des paroisses marginales, incluant Montbrun et de l'Office de planification et du développement du Québec, avait pour mandat d'étudier les services éducatifs à offrir dans les milieux ruraux et l'impact de la fermeture d'une école dans ces milieux sur l'organisation sociale et économique. Aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, l'école est toujours ouverte et compte une quarantaine d'élèves. Qu'arriverait-il si elle était maintenant menacée de fermeture? La mobilisation serait-elle aussi grande? Patrick Coulombe est loin d'en être certain. Le sentiment d'appartenance est beaucoup moins important maintenant et les fondateurs ne sont plus là. Nous pourrons voir avec la menace de fermeture de l'école d'Autier-Nord si la mobilisation mène au maintien de l'établissement.